Bonjour Nicolas Stocker. Eh bien bonjour mon cher Arnaud et bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes en direct dans ce libre journal de géopolitique profonde et je remercie bien sûr à la technique. Que ferions-nous sans nos techniciens? Eh bien il s'agit d'Arnaud aujourd'hui. Ils alternent en général avec Virginie le samedi. Alors Arnaud, nous sommes contents de l'avoir avec nous. Comme j'espère, nous avons aussi Patrice, notre permanent, toujours là, toujours présent, pour recueillir, chers auditeurs, au standard, vos appels téléphoniques, qu'ils soient enthousiasmés pour nous féliciter ou furibard en critiquant ouvertement le patron d'émission, l'invité, allez savoir qui encore, eh bien n'hésitez pas, vous appelez au standard de Radio Courtoisie, et si ça ne répond pas, eh bien c'est certainement parce que le standard est encombré. Dans ces cas-là, il ne faut surtout pas hésiter. Vous nous envoyez un courriel électronique. C'est par le biais du courriel électronique, bien sûr, que sinon vous pouvez nous joindre. Moi, ça me parvient. Et je pose la question à l'invité du jour, ou j'y réponds si c'est directement adressé à moi ou à Lara d'ailleurs. À ce moment-là, Lara peut aussi répondre par elle-même, puisque, eh bien oui, si c'est Patrice qui est au standard, si c'est Arnaud qui est à la technique pour m'assister ce matin dans ce livre journal de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie, eh bien il s'agit de ma chère Lara. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Et Vous allez bien, joyeuses Lara, fêtes ce à tout le matin? monde. Oui, oui, tout va bien. Alors, moi, je l'ai fait hier dans le Florilège des Arts, mais même si je peux le refaire, donc je souhaite évidemment, et je pense que vous allez vous joindre à moi dans un instant, Lara, un joyeux Noël à l'ensemble de nos auditeurs de Radio Courtoisie. Et les internautes également. Voilà. Et, Par la même et occasion. l'ensemble de tous ceux qui nous écoutent. Exactement. Voilà. Et Joyeux et nous doux aurons, Noël. oui, puisque ces émissions sont ensuite, une fois enregistrées, circulent sur le site YouTube de Géopolitique Profonde. Et ce, 8 jours après son direct de ce samedi, c'est dimanche en 8, que vous pouvez aussi non seulement nous entendre, mais éventuellement, si ça vous fait plaisir, nous voir. Mais nous sommes aussi sur toutes les podcasts possibles, imaginables, et donc avec les podcasts, eh bien, vous pouvez aussi simplement, si vous n'avez pas envie de nous voir, ça peut arriver, eh ben vous pouvez nous entendre, comme le dit mon ami Mike Borowski, que vous aurez tout à l'heure à partir de 10h30. Si ma tête ne vous revient pas, eh ben écoutez-moi simplement en podcast. Je le présente tout de suite, même si on va faire une petite revue de presse et que je débuterai avec lui dans quelques minutes maintenant. Eh bien, notre invité du jour, Franck Martini, auteur du livre Dépasser la démocratie libérale pour une république populaire. C'est aux éditions Godefroy de Bouillon. J'ai envie de dire que sur Radio Courtoisie, ne pas dire que du bien de la démocratie, c'est plutôt, c'est souvent ça peut plaire. Je pense à mon ami et patron d'émission Olivier Tournafont, qui n'a jamais de mots assez durs par rapport et vis-à-vis de la démocratie libérale, il faut bien préciser, en tout cas pour le livre de Franck Martini, et qui eh bien, prône une forme de principat, ce qu'il appelle une république populaire. Il va nous expliquer bien sûr tout ça dans un instant. Franck Martini, bonjour et bienvenue dans ce libre journal. Bonjour à tous et merci pour votre invitation. Parfait, Franck, on vous retrouve dans une 10-15 minutes, une fois passée cette revue de presse. Lara, alors, vous êtes prête pour la revue de presse? Toujours prête. Prêt, Comme une toujours pionnière. C'est le slogan des Komsomol, c'est ça? Non, c'était les pionniers qui... Oh, il y a la pionnier et puis un petit peu aussi les... Voilà. Ouais, les pionniers. C'était un En appel Bolivie. « Êtes-vous prêts ?» Et la réponse était « Toujours prêt ». À quoi? On ne savait pas. On était des enfants. Donc... Ah bah déjà, un commentaire. On n'a qu'à commencer cette revue de presse, si vous voulez bien, par... allez, je dirais ce qui... il va nous présenter ses vœux dans quelques jours, le présidio Emmanuel Macron. Donc, on va adresser rapidement avec un officier supérieur du nom de Yann Bizien, je vais vous citer son poste.
lu sur Facebook ce matin qui me semble bien résumer le personnage et ce qui pourrait être une adresse à Emmanuel Macron avant ses vœux du 31 décembre. Ouvrez bien grand vos oreilles, monsieur Macron. Près de 2 tiers des Français affirment qu'ils ne regarderont pas vos traditionnels vœux présidentiels en cette fin d'année. 68% pensent que vous devez démissionner, monsieur Macron. Et l'auteur de ces lignes figure évidemment dans cette proportion. Et son lecteur aussi. Il y a 9,8 millions de Français en situation de précarité, 350 000 sans domicile fixe. Dois-je rappeler que vous aviez annoncé au début de votre premier quinquennat qu'il n'y aurait plus aucun sans domicile fixe sous votre autorité présidentielle. 6 Français sur 10 ont déjà renoncé à un soin. Les faillites d'entreprises, la fiscalité, la violence explosent. Nous sommes contraints de régler la facture des émeutes de juin 2023. Des milliers d'OQTF ne sont toujours pas exécutés. Emmanuel Macron a offert 75 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, piégée dans une guerre ingagnable. Il vient de nous engager à nouveau sur un prêt de 90 milliards d'euros, dont une part de 16 milliards d'euros à la charge des contribuables français. Les dépenses de l'Élysée s'élèvent à 854 millions d'euros en 2024. Nous n'avons plus un président, mais un comédien narcissique, coûteux, dépensier et dangereux au pouvoir. Notre pays s'enfonce dans son délitement et dans son naufrage, faute de préférence nationale et de réponse politique opérationnelle. Et rien ne permet d'affirmer qu'il va pouvoir le redresser. Il doit démissionner. Il doit démissionner, Emmanuel Macron. Voilà un peu l'adresse dans ce libre journal de géopolitique profonde que je souhaitais vous faire avant vos vœux du 31 décembre. Est-ce que vous voulez commenter? Avez-vous des commentaires, Lara? Non, je suis tout à fait d'accord. C'est même le vœu que je formule pour cette fin d'année et le début de l'année prochaine. C'est trop long, trop long. Voilà. Des commentaires sur les milliards et les milliards. Combien de milliards, vous me disiez dernièrement, donnés à l'Ukraine? 75,6. Voilà, donné à l'Ukraine, juste de la part de la France depuis 2022. Je pense que cet argent aurait pu, tant qu'on est endetté, aurait pu servir à tout un tas de choses qui sont défaillantes aujourd'hui en France. Et je salue les agriculteurs qui, dans leur crise, en fait, sont souvent sous chantage de la PAC. Ils s'en seraient bien passés de la PAC si cet argent leur avait été attribué. Voilà. Et le monde serait peut-être, en France, l'ambiance de la société serait peut-être bien meilleure. C'est tout. On parle un peu insécurité. C'était hier Allons-y. soir, on l'apprenait, nous étions sur un dîner d'anniversaire et votre fille vous appelait pour dire maman, ne t'inquiète pas, je suis encore au travail et je vais prendre un Uber pour rentrer. Pourquoi? Parce que se déroulait au même moment des attaques au couteau, station République, Arts et Métiers, Opéra, sur la ligne numéro 3, en plein cœur de Paris, où des femmes se faisaient poignarder dans ces 3 différentes stations. Elles se sont blessées. C'est dire qu'il a pu voyager, le bonhomme. C'est incroyable. Hein. Il a pu changer de rame. Il a été arrêté chez lui, c'est-à-dire qu'il a pu faire cette cavale sanguinaire. Il aurait pu continuer jusqu'à la fin, jusqu'à Pont-de-Levallois. Il aurait pu, finalement. Et c'est cette fière population française qui va aller se battre en Ukraine demain, ou qui va se battre pour... Mais évidemment, c'est face à un couteau, une femme agressée, il n'y a pas de réaction telle qu'on peut comprendre, puisque le périple a continué sur 3 stations de métro. Et ce sont, pour ceux qui habitent en province, il faut savoir, c'est des stations qui se succèdent, l'une après l'autre, donc Opéra, Arts et Métiers, République, sur la même ligne. Donc moi, j'imagine l'effroi qui a dû s'emparer des femmes, parce que c'était les femmes qui étaient visées. Et puis, je salue nos hommes qui sont appelés à être prêts à mourir, mais qui ne sont pas capables de désarmer. On l'a vu en Australie, c'est possible même désarmer quelqu'un qui a une arme à feu.
Mais bon, c'est triste. Enfin, c'est pas un blâme que je fais, mais on a été habitué à une société protectrice, une société dans laquelle on ne subit pas ce genre d'actes, d'attaques. Et malheureusement, aujourd'hui, la preuve en est, c'est qu'on les subit sans même être enrôlé pour le front. Voilà. Mais Vous avez, de toute façon, j'ai envie de dire, vous avez les réactions de l'État qui doivent vous faire penser, qui pourraient vous faire penser un petit peu à ce que vous avez connu à l'époque de l'Union soviétique. Hein, tout est parfait. Faure, le préfet de police de Paris, l'ancien directeur de cabinet ou Chacha, chef de cabinet mais la police sera d'Emmanuel même Macron. remerciée de l'avoir arrêté si vite. Enfin, Il se c'est les félicite. soviets. Oui. Il se félicite, voilà. Il se félicite, c'est celui qui scrutait ce qu'on appelle les brigitologues, ceux qui émettaient quelques doutes sur le genre de madame, et qui maintenant est préfet de police de Paris. Quelle belle promotion. Donc il a salué la réactivité et la mobilisation de ses services pour leur intervention et l'interpellation de l'individu suspecté d'être l'auteur de ces faits. Donc il a été arrêté à Sarcelles. Il faut le savoir quand même, cet individu. Et puis mieux, bien sûr, Nunes, le ministre de l'Intérieur qui avait appelé, on le rappelle, la semaine passée, ses préfets et responsabilités de la sécurité à une vigilance maximale à l'approche des festivités du Nouvel An, selon un télégramme dont l'AFP a eu connaissance. Écoutez, ça n'a pas dû marcher des masses en raison du niveau très élevé de la menace terroriste. Donc là, les synagogues étaient protégées suite à l'attentat de Sydney. Et les risques de troubles à l'ordre public, le ministre a demandé aux responsables locaux de renforcer les dispositifs de sécurité sur l'ensemble du territoire en mettant en place une présence visible et dissuasive. Il faut croire que ça n'a pas été très dissuasif. Et il avait souhaité une attention spécifique soit portée au transport en commun. S'il n'avait pas fait, on se demande ce que ça aurait donné. Hein. Bah oui. Aucune interception. Donc nous avons affaire à un Malien un Malien sous OQTF, parce que notoirement connu des services de police pour des agressions violentes dans les transports en commun. Hein. C'est pas la première fois, loin s'en faut. Moi, je pose la question, est-ce que le Mali non plus ne reprend pas ses ressortissants? Comment se fait-il qu'il y a un Non, mais ça, c'est l'excuse qu'ils donnent pour l'Algérie, oui, mais pour le Mali pourtant. Est-ce qu'il y a encore des pays qui reprennent leurs ressortissants vis-à-vis de la France? Et bien sûr qu'ils les reprennent, mais faut-il les envoyer? Ce n'est pas fait. Il est en liberté, il est sous OQTF, il agresse il est violent dans le métro et on l'y laisse. Mais ça, c'est voulu. Mais Nicolas, mieux que ça, il rentre chez lui tranquillement. Donc, vous ne me retirerez pas de l'idée que c'est voulu. Vous ne me retirerez pas l'idée que c'est un moyen de pression parce que l'oligarchie mondialiste qui nous tient pense qu'elle nous tient d'autant mieux par la délinquance, que les Français ne relèveront pas de la tête avec ce genre d'individu qui peut aller poignarder leurs femmes, leurs épouses, leurs filles, les poignarder peut-être eux-mêmes dans le métro. C'est une façon de faire baisser la tête aux Français. Moi, je le pense de plus en plus, ce n'est pas possible. Ça n'a de cesse. Cette affaire, c'en est une parmi une multitude, laquelle va enfin faire réagir les Français. C'est insupportable. Voilà. Nous sommes bien d'accord. Alors, l'éloignement n'ayant pu aboutir dans le délai légal des 90 jours, faute d'obtention d'un laissez-passer consulaire, voilà. En l'absence de titre d'identité valide, il a été libéré avec assignation à résidence. Il faut croire qu'il respecte en partie. Hein. Il est rentré chez lui, je vous dis, il est rentré chez lui tranquillement. Mais sachez-le, ma chère Lara, l'État, le pouvoir, les politiques prennent soin de nous. Ils laissent des OQTF pour vous poignarder. Je dirais, vous avez utilisé cette phrase, foutez-nous la paix. Voilà, foutez-nous la paix, les pouvoirs, s'il vous plaît. Essayez de remplir les fonctions et le rôle qui est le vôtre, c'est-à-dire la sécurité, ce droit. On va y revenir avec Franck Martini, ça fait partie des fondamentaux, la sécurité en matière de démocratie, et même normalement des fondamentaux de la démocratie libérale. Mais
Là, dans ce cas de figure, il ne fait pas respecter le droit et il n'assure pas la sécurité. Par contre, quelle sollicitude quand il s'agit d'un petit Covid ou d'une petite grippe. Oh! Ou d'une vache malade. Ah là là, la vache malade, Hélico, on envoie les voilà. forces de l'ordre, les CRS, on a quelques paysans éleveurs qui ne souhaitent pas qu'on puisse abattre ou picouser leurs vaches. Et alors on y va, on balance même des lacrymos, des hélicoptères, on envoie des drones, des chars Centaures. Là par contre, là, les forces de l'ordre de M. Nounès, elles sont efficaces, là, plus que pour l'OQTF malien. Ça ne fait aucun doute. Mais alors, donc ça c'est vrai pour la sollicitude vis-à-vis de la picouse pour les bestiaux, qui a emprunté un narratif strictement équivalent à celui du Covid, où nos paysans se font piéger aujourd'hui en disant « Vite la picouse, vite la dose pour mon bovin hein !» Et sinon on pique tout le troupeau, vous voyez, sinon on met en 40. Alors avec les hommes, pour le moment, on n'a pas encore éliminé tout le cheptel. Mais on mettait en quarantaine. Là, on tue. Si vous n'avez pas fait vacciner, on tue. D'ailleurs, si vous avez fait vacciner, on tue aussi. Hein. Parce que semble-t-il, toutes les vaches qui sont vaccinées, qui sont tombées malades dernièrement, étaient vaccinées. Ça, il faut quand même peut-être le rappeler. Mais alors, maintenant, voilà. Je ne vois pas le rapport. C'est comme pendant le Covid. Ça y est, c'est reparti. C'est comme pendant le Covid. Les hôpitaux des Bouches-du-Rhône, par exemple, en surchauffe à cause de la grippe et de la bronchiolite. Et eh bien, notre ministre, Madame Rist, alors autant le malheureux grippé et tout perclus de courbatures, de fièvre, autant Madame Rist, la ministre de la Santé, notre ministre, eh bien, elle est tout perclue, Stéphanie Rist, de conflit d'intérêts. Hein, c'est une marionnette, Stéphanie Rist, de Big Pharma. Et cette marionnette... Elle a combien de contrats, vous nous rappelez de multiples contrats liés au il me semble le chiffre était autour de 300 contrats. Ah, le nombre de contrats, oui, des centaines, des centaines de contrats. Des dizaines et dizaines de milliers d'euros, sans parler des tickets, du transport en TGV, des hôtels relais et châteaux, là où on se goberge joyeusement, aux frais de Big Pharma, évidemment, pour des formations, hein, bien sûr. Ce sont des gens qui travaillent, puisqu'elle était médecin, je crois, dans la banlieue lyonnaise, Stéphanie Rist. Donc elle le dit, il est encore temps de se faire picouser, il est encore temps de se faire vacciner. On est en phase d'arriver au pic. Le pic, on le connaît, une fois qu'on commence à redescendre, on n'est pas encore dans la diminution, mais dans une phase haute. Donc on rappelle que le vaccin, hein, je le crois, je l'avais déjà dit la semaine dernière, dans ce vaccin contient le virus de l'année dernière. Et on nous explique qu'il a beaucoup évolué en cours de route, mais il est efficace. Et d'ailleurs, il est même efficace pour tout. Pas seulement pour la grippe. Ça, c'est des études formidables. On ne meurt pas, rappelez-vous. On meurt moins. On ne meurt plus. Bientôt, on ne meurt plus grâce au vaccin. Nicolas, hier sur BFM, il y avait un témoignage d'un jeune qui m'a rappelé un autre jeune, d'ailleurs, je dirais à la fin la phrase fameuse qu'il faudrait peut-être graver sur des mugs et faire promouvoir, parce que c'était trop bête, qui disait qu'à 30 ans, à peine 30 ans, il a eu la grippe et qu'il était malade et qu'il ne vous pouvez même pas regarder les vidéos, qu'il ne faisait que dormir, qu'il était malheureux. Voilà, c'est le narratif est le même. Et tout est fait pour finir par la picouse et allons-y, quoi. Allons-y, quoi. Rappelez-vous, le jeune là qui disait, mais allons-y, quoi. C'est ça. Allons-y, chers auditeurs, n'hésitez pas à poser vos questions au standard de Radio Courtoisie ou par courriel électronique. Donc voilà, beaucoup de sollicitudes vis-à-vis des Français aujourd'hui avec cette fameuse grippe. On ne parle que de ça. Moi, j'écoutais BFM hier, avant-hier, on ne parle que de la grippe. On y trouve même des acteurs. Il l'a déjà fait avec le Covid, où on sait que
personne, entre autres, de la permanence d'Emmanuel Macron avait témoigné, disant être très malade, intubé. Donc là, ils nous ont trouvé encore, chez BFM, ce qui ressemble plus à des figurants qu'à des patients qui expliquent combien, à 30 ans, hein, le gars à 30 ans, ah non, faites-vous vacciner, faites-vous vacciner. Mais le bon docteur Sebag qui nous a dit aussi Oh, le bon que docteur Sebag qui est revenu. la grippe, Perclus de ce conflit n'est d'intérêt. jamais bénin. Vous voyez, il a dit, la grippe, ce n'est jamais bénin. Ouais. Moi, j'ai envie de dire à Sebag, le vaccin, un vaccin, ce n'est jamais bénin. C'est pas de l'eau qu'on nous injecte. Hein. Non, non, non. C'est pas bénin. Et aux médecins, j'aimerais leur rappeler qu'en effet, quand ils prescrivent ces vaccins à leurs patients, sachant que c'est pas bénin, qu'ils se renseignent un peu sur la composition de ce qu'ils prescrivent. Je pense que ça serait la base de la prudence, cette vertu essentielle justement à la médecine, ce qui n'est pas le cas, semble-t-il. Je peut-être terminer, Lara, cette dernière revue de presse de l'année, de ce libre journal de géopolitique profonde, par le franco-russe Xavier Moreau, qui dénonce évidemment les sanctions administratives dont il a été, tout comme notre ami le colonel Jacquebeau, victime. Le colonel Jacquebeau, aujourd'hui, il est en Belgique, bloqué. S'il part en Suisse, il ne pourra plus retourner en Belgique où il habite. Il habite en Belgique. Ils lui ont fait fermer ses comptes. Aujourd'hui, ils vont jusqu'à l'empêcher de s'alimenter. Voilà ce qu'il en est du colonel Jacquebeau, connu pour le sérieux de ses analyses. Quant à Xavier Moreau, il a la chance de pouvoir vivre en Russie, même s'ils lui ont gelé évidemment tous ses avoirs en France et en Europe. Et donc, il va porter plainte contre Jean-Noël Barrot pour justement abus de pouvoir. Vous avez un mot pour ce dernier point ? Bah, écoutez, Nicolas, c'est juste une aberration. En fait, il n'y a plus de justice. Il n'y a même plus d'état de droit, en fait. Pour pouvoir faire ce qu'ils font aux personnes, moi, j'aurais préféré qu'ils aient un véritable procès sur ce qu'on leur reproche, qu'ils puissent voilà, répondre des pires accusations, pourquoi pas, mais qu'on fasse un procès et que les personnes puissent se défendre. Moi, je ne comprends même pas, et c'est-à-dire, c'est jusqu'à quand? C'est pourquoi, c'est qui l'a décidé, pourquoi on les accuse et de quoi et en quoi il serait voilà, impossible pour ces gens-là de pouvoir s'acheter leur baguette ou de faire leurs courses avec leur carte bleue. Enfin, je ne comprends pas. Et quelle est l'issue? Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est que ces personnes se suicident, que ces personnes... c'est ça en fait, c'est l'absurdité totale. C'est l'absurde qui... Et surtout pour Jacques Beau, qui est juste un écrivain, qui est un analyste qui écrit ses analyses, rien d'autre. Moi, je n'ai jamais vu, je l'ai vu davantage sur les réseaux français, franco-italiano-allemand. Son principal tort, c'est d'être polyglotte, en fait. C'est ça. On lui reproche de pouvoir parler de ses livres en plusieurs langues aux États-Unis, en Italie, en Allemagne, en France. C'est ça. Et rien d'autre, en fait. Parce que il n'a aucun lien avec l'état-major russe ou les services secrets. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on lui reproche. Hein. C'est ça qu'il faut réaliser. Donc, scandaleux, absurde. Et jusqu'à quand? Voilà. Jusqu'à quand on va laisser faire ces gens-là, comme ça, décider arbitrairement de couper les vivres à quelqu'un? C'est exactement ça. Écoutez, si vous voulez, on peut en rester là parce que on peut pas mieux tuiler ce que vous venez de dire, ce qui se passe avec Xavier Moreau du livre justement Dépasser la démocratie libérale pour une république populaire de Franck Martini. Donc si on en a terminé avec cette revue de presse, bah déjà je vous en remercie. Vous restez bien sûr si vous voulez avec nous, Lara. Sinon, vous pouvez aller vaquer à vos occupations, c'est comme vous voulez. Et on va donc, après vous avoir remercié encore d'avoir participé à cette revue de presse, eh bien, recevoir maintenant Franck Martini. Je vous remercie, je reste dans les parages, mais je vous laisse pour votre entretien.
Très bien. Merci, Lara. Allez, Franck Martini, Dépasser la démocratie libérale pour une république populaire aux éditions Godefroy de Bouillon. Il est de coutume toujours de proposer à notre invité, s'il veut réagir sur un des éléments de ce qu'était la revue de presse, il le peut. Et sinon, on passe à votre livre directement. Est-ce que vous avez une remarque générale à faire, Franck? Oui, une remarque générale. Comment dire, c'est le naufrage. Et ça devient compliqué de faire semblant de ne pas le voir. Il y a une accélération. Et évidemment, on n'a pas tout vu. Je crois que aussi bien du point de vue économique, hein, en termes d'appauvrissement, que du point de vue de l'autoritarisme de l'Union européenne, ou cette façon de jouer le chaos, de permettre la délinquance et l'insécurité, quitte même à favoriser ça, le deux poids deux mesures. Euh, bon, on pourrait parler de l'éducation nationale également, on pourrait parler aussi de la représentation diplomatique de la France, on pourrait prendre des tas de thèmes, et sur tous les thèmes, c'est la même chose. Donc, c'est bien ça, pour moi, le mot qui résume, c'est le naufrage. Et ce naufrage-là, je ne sais pas où il va nous mener, mais enfin, c'est un déclassement terrible pour la France et les Français. Oui, on est d'accord, Franck Martini. Très bien. Alors, c'est entre autres le naufrage d'une certaine démocratie, d'une démocratie libérale. Les premières lignes de votre introduction, je trouve, vont complètement avec ce que la prétention générale de l'Union européenne, de Macron, de Barrot, à incarner le bien, à incarner la démocratie contre des régimes illibéraux, autoritaires. Je lis ces premières lignes parce que, et je vais vous demander ensuite de les commenter, tellement elles me semblent frapper au coin du bon sens et définir, régler le sujet en quelques lignes. Les démocraties libérales ne cessent de clamer qu'elles constituent le couronnement du processus civilisationnel sur le plan politique, proposant ainsi au monde un idéal indépassable. La prétention au bien intégral, le progrès vers l'émancipation de l'humain et leur credo sans cesse ressassé. Leur modèle serait universel et fonderait par le droit la garantie absolue de la liberté et de l'égalité. Elles affirment ainsi détenir la vérité de l'idée démocratique, qu'elles préemptent et revendiquent une supériorité morale à partir de laquelle elles s'instituent en juges des affaires du monde, distribuant bons et mauvais points. Les pouvoirs en place se parent de la vertu sur ce principal argument. Je pense que là, voilà, on peut définir ainsi, dans cette introduction, vous le définissez ainsi, la prétention inimaginable de nos démocraties libérales de se parer du souverain bien. Et c'est ça un des objets, justement, de votre livre. Ouais, et cette phrase, d'ailleurs, elle dit aussi une autre chose, c'est qu'on n'observe pas de démocratie libérale dans les pays occidentaux qui ne s'accompagne d'une production de narratifs. C'est aussi une des particularités. On y reviendra peut-être, hein, parce que ça fait partie des mécanismes de la démocratie libérale que d'organiser une fabrique du consentement. Et il n'y a pas de fabrique de consentement sans histoire. Il n'y a pas de fabrique de consentement sans discours. Et cette opposition perpétuelle entre démocratie libérale et forme autoritaire, bah, ça fait partie du narratif. Ça, c'est le premier point, mais évidemment, on va reprendre ça. Euh, le Zut, le deuxième point est en train de m'échapper, ça c'est un peu bête. Je relis la phrase d'après, vous allez avoir le temps d'y penser à ce moment-là. Oui, merci. Dans leur suffisance, elles claironnent que l'on n'a de choix qu'entre elles ou la tyrannie et mettent en scène leur affrontement eschatologique avec le reste des régimes. Ça, c'est pour résumer votre premier point, justement. C'est ça. Et non, j'ai pas réussi à remettre la main sur ce deuxième point. C'est pas grave. Simplement, il y a quelque chose qui est relativement factuel et qu'on peut noter, c'est aussi bien les démocraties libérales chantent leurs propres louanges assez régulièrement. On ne voit jamais, par contre, l'idée d'un approfondissement démocratique.
C'est-à-dire Mmh. que Ouais, on est arrivé à la forme institutionnelle quasi parfaite, sûrement, c'est ça. et quand c'est parfait, ben, ça peut plus bouger. Mais si ce souci de la démocratie et du bien était si réel et si vivace, bah, peut-être que donc il chercherait à s'améliorer et il serait capable d'une forme de critique de lui-même. Et c'est jamais le cas en réalité. Je pense que ça dénote ça des réalités de ces régimes-là. C'est-à-dire qu'ils instituent une forme de gouvernance, ils instituent une forme de perpétuation du pouvoir, mais bien entendu, il ne faut pas qu'ils soient en capacité de s'interroger eux-mêmes parce que sinon ils en viendraient à mettre le point sur la propre contradiction et apporter des modifications qui sont surtout pas souhaitées par ceux qui sont en place. Ouais. Donc comment dire? C'est la représentation politique du bien, mais la représentation politique du bien qui doit surtout pas bouger et qui doit rester telle quelle, pour, l'éternité si possible. Parce qu'un questionnement sur le fonctionnement de la démocratie libérale pour aller vers plus de démocratie, bah, ça remettrait en question la réalité même de ces structures de pouvoir. Oui, ça remettrait en cause les structures du pouvoir. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler un petit peu ce que sont les fondamentaux de cette démocratie libérale? À quel moment ils sont apparus? Sur quoi se fondent-elles? Bon, la démocratie libérale est apparue en même temps que le libéralisme, hein, c'en est la forme politique. C'est apparu en Angleterre. D'ailleurs, Jean-Jacques Rousseau appelait la démocratie représentative le système anglais. Et pour lui, pour les auteurs du 18e en général, il n'était pas question de démocratie. C'est un système représentatif. Euh, avec ses avantages et ses inconvénients, mais qui ne prétendait pas à l'époque incarner la démocratie. C'est qu'après qu'on a associé système représentatif et démocratie. Donc ça, déjà, c'est une construction historique, hein, l'idée de démocratie libérale. C'est une expression qui s'est forgée dans le temps. Elle n'est pas née avec l'idée, parce que démocratie et libérale, spontanément, ça va pas très ensemble. Hein. On n'est pas dans le pléonasme, là. Hein. On est presque quasiment dans démocratie et libérale, dans l'oxymore. Ça naît en même temps, il faut aller voir la Benjamin Constant, hein, de la liberté des anciens et des modernes. C'est tout à fait intéressant. C'est un petit bouquin, ça se lit facilement. Benjamin Constant définit la liberté des anciens. Et là, il fait référence à l'Antiquité, il fait référence aux Grecs, comme la liberté entendue comme participation aux affaires publiques, comme Ouais. participation aux affaires de la cité, disant bah, les anciens finalement pouvaient subir un certain nombre de contraintes dont ils ne se souciaient guère. Par contre, ils considéraient que leur liberté essentielle et fondamentale, c'était leur capacité de citoyen à participer aux affaires publiques. Et Benjamin Constant dit ça, c'est pas du tout la conception qu'ont les modernes. Ce que veulent les modernes, c'est vaquer à leurs affaires, vaquer à leurs occupations, avoir le moins de contraintes possible et déléguer justement la participation aux affaires publiques à des représentants. C'est-à-dire que immédiatement, on voit bien que dans l'idée de démocratie libérale, on vous promet la liberté individuelle pour faire ce que vous voudrez, mais qui ne concerne pas l'espace public. Par contre, la participation aux affaires publiques, vous allez, du coup, la déléguer à des gens qui vont s'occuper de ça à votre place. Donc, on voit bien que sur ces bases-là, on fait plusieurs choses, c'est-à-dire que on est en train mais d'emblée, hein, de vider de sa substance la notion même de citoyen, parce qu'on a toujours défini le citoyen comme celui qui prenait part à la vie publique et aux affaires de la cité. Donc là, le citoyen se contente d'envoyer des délégués. C'est plus tout à fait la même chose, c'est même radicalement différent. La liberté est entendue strictement sur le plan personnel, individuel, et pas du tout autour du commun, du collectif, de la communauté. Ça, c'est hors champ. On entend de liberté que de liberté individuelle. Et ça définit petit à petit une société, un type de société, et même d'une certaine manière un type anthropologique.
Là, il y a ça mène à l'individualisme qui était déjà de toute façon en germe assez nettement dans le libéralisme, j'allais dire en général. La communauté, l'espace public, tout ça, ça devient tout à fait second. D'ailleurs, Oui. l'État libéral, c'est un État axiologiquement neutre, hein, donc on est là pour administrer, pour gouverner. Chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, et l'État n'est pas représentatif ni d'une identité, ni d'une culture, ni d'une histoire. Il est axiologiquement neutre, il n'a pas de valeur qu'il porterait plus que d'autres, et tout le monde a le droit d'exprimer ce qu'il souhaite et comme il le veut. Mais on renvoie systématiquement tout à l'individuel. C'est-à-dire que dans la démocratie libérale, c'est un peu comme s'il n'y avait pas de communauté historique d'une certaine manière, mais qu'un regroupement d'individus qui vaquent librement à leurs affaires, hein, sous l'égide d'un État bienveillant qui administre et gouverne l'ensemble. Donc il y a une rupture à la fois, il faut bien comprendre que les deux vont ensemble, avec la notion de citoyen, qui devient passif, ce qui n'a pas de sens, de l'autre côté, c'est une rupture avec tout ce qui est identité collective, communauté nationale, même si évidemment ces idées-là ont persisté parce qu'elles habitaient le corps social et qu'elles faisaient partie de la texture, hein, du social et de chacun, mais intrinsèquement, c'est pas vraiment l'affaire de la démocratie libérale. Donc on arrive, j'allais dire, au bout un petit peu, quand je parlais de naufrage, c'est que finalement ce système-là, à la fin, porte ces effets-là, c'est-à-dire il porte une forme de dislocation de la société. Et il porte aussi une forme de dislocation en soi de toute communauté culturelle, de toute communauté nationale, et puis derrière, pour le dire de manière très simple, de l'identité française. Il se trouve, et je crois que ça a été aussi ça, une circonstance historique importante, c'est qu'une part massive des élites de cette société, et là je reprends des auteurs comme Christopher Lasch, hein, qui écrivait ça pour les États-Unis, déjà à la fin des années 70. Et on est en train d'assister à une forme de sécession des élites, en fait. C'est-à-dire que les intérêts de l'élite ne sont plus associés à l'espace national, ne sont plus associés à la dimension nationale, ils sont internationaux, transnationaux. Donc la question, le périmètre national devient beaucoup moins important. C'est le début de la mondialisation. Finalement, la nation devient une idée obsolète. Et ce qui devient aussi une idée obsolète du même coup, c'est la solidarité organique entre le peuple et les élites. On le voit à travers des choses assez simples, hein, quand M. Glucksmann dit qu'il se trouve culturellement plus proche d'un ami à lui qui habite à New York que de quelqu'un qui vit dans le Nord-Pas-de-Calais et qui serait employé ou ouvrier, il exprime exactement cette idée, c'est-à-dire qu'on a la création d'une élite transnationale, toujours affiliée à l'élite, évidemment, américaine, pour qui le destin de la nation et du peuple devient tout à fait second, en fait. Et puis, ça donne les formes de gouvernement qu'on a actuellement. C'est-à-dire que des individus qui seraient fabriqués sur le souci du pays, sur le souci de la nation et sur le souci du peuple n'agiraient jamais comme ça. Jamais. Et l'accumulation des décisions qui sont prises, des positions qui sont prises vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de l'immigration, à un moment donné, ça signe les choses. C'est-à-dire qu'on ne peut guère faire plus évident que ça. Si on n'a pas compris que les élites ne travaillent pas pour le pays, mais qu'elles travaillent contre le pays et qu'elles travaillent contre le peuple historique, finalement, on ne comprendra pas grand-chose. Donc, laisser le processus de la démocratie libérale continuer, pourrir, continuer à se décomposer et aller à son bout, il ne peut aboutir qu'à la volonté de dissolution du peuple et de la nation. Voilà. C'est un danger mortel pour la France. Oui, absolument. On en est même. Pour faire une petite remarque, il y a beaucoup de souverainistes, finalement. D'abord, pour moi, il n'y a pas de démocratie sans souveraineté. Mais la souveraineté, si c'est simplement pour revenir à la situation ante-Maastricht, avec une monnaie, des frontières, bon, c'est très bien. Mais ce serait revenir simplement aux années 80.
C'est-à-dire que le même processus continuerait à s'alimenter. Mm. Il irait plus lentement, certainement, mais ce serait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il n'y a pas une rupture avec la souveraineté des modes de fonctionnement qui sont associés à la démocratie libérale, il n'y aura pas de véritable sursaut. La démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui est devenue une sorte de fétiche. On l'a vu justement dans les affaires de sanctions administratives contre Moreau, contre Beau et contre les autres. C'est-à-dire que le seul argument de la démocratie, c'est la démocratie. Et C'est ça. Mais c'est l'invocation de la démocratie. C'est la oui, démocratie, nous sommes la démocratie. C'est la pensée magique. c'est la pensée tautologique, c'est la pensée auto-justificatrice. C'est des choses qui se voient et qui se disent et qui s'écrivent depuis longtemps. Bon, d'abord, c'est une imposture parce que tout ça n'a absolument rien de démocratique. Quand Ursula von der Leyen nous parle des valeurs démocratiques de l'Union européenne, on se demande exactement de quoi elle parle, quand en même temps on les voit prendre des sanctions sans procès, sans être capable de dire telle loi a été enfreinte, sans rien, c'est le fait du prince. C'est les lettres de cachet, hein, et on voit pas bien ce qui est démocratique là-dedans. Mais de l'autre côté, ça prouve l'efficacité de la machine à narratif. C'est-à-dire qu'on puisse perpétuellement continuer à dire de telles âneries sur un temps assuré, tout en étant convaincant pour une partie de la population, ça prouve que la machine à propagande a une efficacité certaine, en fait. Parce que sinon, ça serait littéralement impossible. Quand on se permet de dire des choses dont tout le monde peut voir très facilement s'il se penche sur la question qu'elles n'ont aucun sens, et que parler des valeurs démocratiques de l'Union européenne, c'est ne rien entendre à ce qu'est la démocratie. Mais sans que ça soit particulièrement gênant et qu'on arrive toujours à entraîner une partie de la population là-dedans. Bon, c'est qu'on sait y faire en termes de narratif. Oui, là, il y a un vrai professionnalisme et puis il y a de vraies structures de pouvoir qui agissent dans ce sens-là. Absolument. Peut-être, puisque là je vois qu'on est à un moment d'inflexion de cette émission dans laquelle nous allons parler dans le livre, hein, je rappelle le livre de Franck Martini, Dépasser la démocratie libérale pour une république populaire, qui est très bien écrit, je vous le conseille, chers auditeurs de Radio Courtoisie, en cette fête, dans cette période de fête de Noël et aussi d'étrennes au mois de janvier. Donc c'est aux éditions Godefroy de Bouillon. Franck Martini, peut-être, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions d'auditeurs, ou de remarques d'auditeurs que je vais bien sûr lire, dont une qui vous concerne directement, Franck Martini. Je propose que l'on passe tout de suite, si vous le voulez bien, un très court bobino et on revient juste après. Si vous avez envie que vos impôts servent à autre chose qu'à ce qu'ils servent en général, eh bien, c'est le moment ou jamais de faire un don à votre radio. N'hésitez pas à y ajouter des commentaires sur la qualité des émissions, sur ce que vous souhaitez voir améliorer, sur vos remarques, observations, comme pour chacune de nos émissions. Je pense que ce sera entendu 5 sur 5 par la direction de Radio Courtoisie, à n'en pas douter. Les auditeurs, donc, ont la parole aussi. Alors, un auditeur, bravo, cher Nicolas, vous réagissez comme Serge de Beketch il y a bien longtemps. La racaille, appuyée par le pouvoir, tient le franchouillard en respect. Merci. Un autre auditeur, bonjour, merci pour cette émission très intéressante et je pense comme vous, c'est pour faire baisser la tête aux Français. La police nationale ne fera rien tant qu'ils n'auront pas les ordres clairs pour arrêter, mettre hors d'état de nuire. Encore un auditeur qui nous dit bonjour Lara et Nicolas, travailler un samedi, faut être fou ou juste génial, vous êtes les deux du coup. Je fais ce que je peux pour vous faire mon coucou. Ben oui, l'État nous montre tous les jours et depuis longtemps qu'il faisait ce qu'il voulait, quand il le voulait, parce qu'il le voulait. Ils enferment les non dangereux et relâchent les dangereux. Empêcher Monsieur Beau de manger, c'est affamé ou tué par la famine. C'est ce qui nous pend au nez avec le Mercosur de nos jours. Le vaccin est dangereux comme la nourriture. Belle évolution, bonne émission. Je vous aime, nous vous aimons aussi, chère auditrice. Lara, comme moi-même.
Bonjour Lara et Nicolas, je viens de terminer un article de Guy Millière sur Riposte laïque et j'apprends que Marc Toiti, économiste, n'a plus accès à son compte bancaire. Éric Tegner du site Frontière est aussi menacé. Qui sera le prochain ou la prochaine? Caroline Galactéros, Béatrice Roseigne, Youssef Indy, tout est possible dans l'attente de vous entendre. Bon ben oui, il y a en effet une menace qui pèse de plus en plus sur la dissidence aujourd'hui. Alors, encore une question avant d'en arriver directement à la question qui vous concerne. Franck Martini. Chers amis, Macron est un sataniste qui n'a qu'un but, détruire la France. Ils perdent pied et deviennent des tyrans. Quant à Barrot et compagnie, ce qu'ils font pour Moreau et Beau, Jacques Beau est criminel. Ils le paieront un jour, bien amicalement. Euh, euh, Franck Martini, dans le livre Dépasser la démocratie libérale pour une république populaire aux éditions Godefroy-de-Bouillon. Alors, une question taquine, habituelle d'ailleurs de cet auditeur. Cher Nicolas, donc pour la démocratie souille libérale, c'est d'accord, mais pour la remplacer par quoi? Voilà ce qu'il vous est demandé. Une autre démocratie, le pouvoir du peuple, une démocratie populaire. Même la Suisse l'a perdue. Vous citiez, cher Nicolas Olivier Tournafont, il en est conscient, lui, la solution est autre, et vous le savez, il faut sauver le peuple malgré lui. Voilà. Et alors, il y a, mais ça, je pense il faut écouter Denis jusqu'au bout les propos de Franck Martini. Il considère que vous avez oublié le régime qui a fait la France quand elle était grande. Voilà, donc la solution qui serait le retour à la monarchie. Alors, une démocratie qui en remplacerait par une autre. C'est ça, j'ai envie d'être surtout sur cet aspect-là. Bon, sur la démocratie directe, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec vous, hein, Denis. La Suisse l'a perdu. Elle ne l'a qu'en partie perdu. La Suisse est quand même un pays où, justement, bien, on défend ses nationaux. Jacques Beau est défendu par l'UDC en Suisse. Voilà. Alors qu'il n'y a pas un mot chez nos politiques, dans nos médias, pour défendre quelqu'un comme Xavier Moreau. Par contre, Jacques Beau est défendu par les Suisses. Et il y aura un référendum dans un an sur l'éventualité d'imposer des normes européennes comme étant supérieures au droit national suisse. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Le pouvoir hésite à passer évidemment par référendum et ils n'auront pas le choix de le faire. Donc non, vous ne pouvez pas aller jusqu'à dire que la démocratie populaire a été perdue par la Suisse. Qu'il y ait, et des gens comme Oscar Freisinger par exemple, disent en effet qu'elle est soumise à rude épreuve, la démocratie directe en Suisse. Ça, c'est certain. Mais elle résiste pour partie, je pense. Donc, je vous pose la question à vous maintenant, Franck Martini, double question. Est-ce que cette démocratie libérale, par quoi est-ce qu'il faut l'approfondir, la démocratie? Est-ce que cette démocratie, elle est liée nécessairement à la République? Vous avez cette notion de république populaire dans votre livre, mais vous parlez aussi de principat. Est-ce que vous pouvez répondre à cet auditeur sur ces différents points? Oui, oui. République, il faut l'entendre comme res publica. Les affaires communes, c'est un terme générique. Je pense que oui, la démocratie, enfin, il faut l'approfondir, évidemment. L'exemple de la Suisse, c'est un très bon exemple parce que ça marque ce qu'on peut faire et ce qui fonctionne sur un pays qui a tout de même une certaine taille et qui permet de préserver un certain nombre de libertés. Parce qu'on imagine bien qu'en France, s'il y avait eu le référendum identique à celui que vous venez d'évoquer sur les normes européennes, hein, le droit national, il n'est pas certain du tout qu'il y ait eu référendum. Et s'il y avait eu référendum, on a vu comme ça s'est passé en 2005. Donc là, il y a tout de même une différence majeure et significative. Donc je pense qu'on peut développer la partie démocratie directe, bien entendu, ça c'est nécessaire, tout en gardant une part représentative, même si elle doit être remaniée. Et rien n'empêche, bien entendu, aussi de développer ce qu'on appelle la démocratie civique, c'est-à-dire la responsabilisation des citoyens au niveau local ou au niveau régional sur des affaires publiques, sur la participation
au fonctionnement des communes, des collectivités, des établissements publics, hein, comme les hôpitaux. C'est tout à fait faisable et ça ne lèverait en rien de l'efficacité et on ne peut pas dire de toute façon que les fonctionnements actuels soient très efficaces. Donc, elle peut se modifier du point de vue représentatif pour le rendre justement plus représentatif. On peut développer de la démocratie directe et on peut développer de la démocratie civique. C'est-à-dire que de trouver un État stabilisé qui soit un État démocratique, c'est jouer avec ces trois formes-là. Après, il y a des conditions. Il y a au moins deux conditions majeures, c'est la souveraineté, parce que quand vous n'êtes pas souverain, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. De toute façon, le pays n'étant pas libre, les individus qui le composent n'auront pas tellement le choix, en réalité, d'orienter son destin. Et le deuxième élément, c'est que la base des démocraties libérales, c'est la séparation des pouvoirs. Il y a une autorité judiciaire, l'exécutif, le législatif. Et là, on a deux problématiques, en fait. La première, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, les pouvoirs peuvent être séparés, mais s'ils sont animés par les mêmes classes sociales qui ont la même conception du monde, les mêmes idéologies, les mêmes repères, finalement, la séparation existe, mais elle devient formelle et elle fonctionne plus vraiment. Donc ça, c'est problématique. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas modifié votre fonctionnement représentatif, vous n'aurez une séparation des pouvoirs qui ne sera que de façade en réalité. Ouais. D'ailleurs, c'est pour essentiel hein, pour vous. La séparation des pouvoirs, la stricte et oui, juste. Alors ça, c'est essentiel, mais parce qu'aujourd'hui, admettons qu'il y a un réel parti d'opposition et que ce réel parti d'opposition gagne des élections. Mais il n'exercerait aucun pouvoir parce que le système est fait de telle manière que le pouvoir devient imprenable. Oui. Et donc ça, effectivement, c'est plus que problématique. Donc là, on a la crise qu'on vit aujourd'hui n'est pas une crise institutionnelle, mais s'il n'y a pas une réflexion institutionnelle profonde, elle ne sera jamais dépassée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a un gros, notamment en France en particulier, c'est qu'on a assisté à une porosité extraordinaire entre les élites économiques et les élites administratives, finalement, qui a un poids des élites économiques sur la politique du pays qui est assez extraordinaire, qui a un poids des élites économiques également dans la fabrique du consentement, à travers le levier des médias, hein, de l'information, même des fictions d'ailleurs, de par tous les moyens possibles. Ce qui évidemment est un point extraordinairement problématique parce que pour que des gens croient des narratifs, d'abord, faut-il construire le narratif, mais encore faut-il le rendre convaincant et faut-il le répéter suffisamment et appuyer encore et encore. Et ça, quand on a des médias qui sont aux mains d'un groupe d'oligarques, bah, évidemment, c'est plus facile de le faire. Ou entre guillemets, intelligentsia qui utilise à cette fin les moyens publics d'information. Donc, si vous vous contentez de séparer les pouvoirs pour les laisser aux mains des mêmes, ça ne fonctionne pas. Mais si vous ne séparez pas les pouvoirs, et les pouvoirs institutionnels, donc, des puissances, et notamment des puissances économiques et financières, et ça de manière très nette, ça ne marche pas non plus. En gros, ça veut dire interdire les activités de lobbying. Ça veut dire pourchasser d'une certaine manière toute forme de capitalisme de connivence, comme on voit fonctionner à travers les pantouflages, enfin les circulations entre entreprises, États et autres. Mais ça veut dire aussi pourchasser tout ce qui relève de ce que j'appelle le socialisme de connivence, c'est-à-dire le financement d'associations, d'ONG dans lesquelles on va mettre les copains qui vont avoir des avantages des prébendes et qui à leur tour vont pouvoir faire avancer des agendas politiques, des causes, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une corruption de l'État à travers ça, corruption de l'État à travers le socialisme de connivence et à travers le capitalisme de connivence. Et ça, si vous ne le séparez pas, si vous mettez pas des barrières assez fortes, si vous ne séparez pas les pouvoirs et les puissances, ça ne marchera pas non plus, parce que vous retomberez inévitablement, petit à petit, sur un fonctionnement de type oligarchique. Donc, il y a vraiment des dispositions institutionnelles à prendre qui ne sont pas simplement de dire on va mettre un peu plus de démocratie directe. Ça ne suffit absolument pas. Il faut aller vraiment au cœur de l'histoire et bien plus profond que ça.
Ça veut Voilà, dire, évidemment, bon, je finis là-dessus, hein, oui, sur cette partie-là, qu'il n'est pas pensable en démocratie où le cœur de l'histoire, c'est comment dire, c'est le jugement du citoyen, que ce jugement puisse être dans les mains d'outils d'information qui sont financés pour partie par des capitaines d'industrie, pour partie par l'État. C'est pas possible. Donc ça veut dire que, par exemple, des médias d'information, dans une logique démocratique, ne pourraient appartenir qu'à leurs journalistes mmh, et être financés directement par leur public. Et oui. sûrement pas ni par l'État, ni via des publicités, ni bien entendu en appartenant à des groupes financiers, industriels ou ce qu'on veut. Donc ça induit derrière tout un tas de modifications importantes qui n'ont pour but que de protéger l'expression des citoyens, la participation à la vie publique des citoyens et permettre au peuple de construire son propre jugement. Mais ce qu'on n'a jamais vu d'une certaine manière, puisque le fonctionnement actuel, et depuis toujours, j'allais dire, est un fonctionnement qui travaille l'opinion, qui oriente l'opinion, qui fabrique l'opinion. Cette ingénierie sociale-là perpétuelle, tant qu'elle fonctionne, elle fonctionnera toujours au service de l'oligarchie. Au service de l'oligarchie. D'ailleurs, ce que vous dites sur les médias et les journalistes, c'est exactement l'inverse de ce que dit Macron, qui explique que les Français ont bien tort de vouloir se renseigner, s'informer par le biais d'informations alternatives, de réseaux alternatifs. Ils ne devraient faire qu'écouter les médias traditionnels. Donc ceux dont vous avez dit qu'ils ne vivaient que de l'argent de nos subventions enfin des subventions de l'État et de l'argent de l'oligarchie. Donc, Exactement. Les Français payent des impôts finalement pour, comment dire, se voir servir de la propagande qu'ils financent eux-mêmes, quoi. C'est extraordinaire. c'est ça. Alors, on revient maintenant peut-être sur la profondeur de cet ouvrage, Dépasser la démocratie libérale pour une république populaire, édition Godefroy de Bouillon. C'est Franck Martini, l'auteur, qui est notre invité aujourd'hui dans ce livre journal de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie. Allez peut-être sur déjà la notion de... Alors, la démocratie libérale, elle naît, dites-vous, et j'aimerais que vous en disiez quelques mots, on va dire, à la Renaissance. Et c'est par ce biais qu'on va forger aussi la notion d'individu, qui va être essentielle pour la compréhension de ce qu'elle est et de ce qui doit être justement dénoncé. Est-ce que vous pouvez revenir Oui. sur ces origines presque d'histoire des idées politiques, de philosophie politique de la démocratie libérale? Oui. Alors, la démocratie libérale ne naît pas réellement à la Renaissance, mais c'est à la Renaissance qu'apparaissent les idées qui vont mener à la démocratie libérale. D'accord. Il y a un phénomène qui est majeur, qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on va pouvoir imaginer des pouvoirs qui vont être des pouvoirs strictement humains. C'est-à-dire que de manière traditionnelle et jusque-là, tout pouvoir d'un État, d'une cité, était directement référé à un pouvoir céleste, à un pouvoir divin, à un pouvoir transcendant, qui n'émanait pas en première instance des hommes. On avait des rois de droit divin, par exemple. Et il n'était pas dans l'idée de quiconque que les hommes eux-mêmes pouvaient faire leurs propres lois d'une certaine manière, déliées de toute idée transcendante, hein, ou toute référence à la divinité. Et c'est ce qui va commencer pourtant à se produire à la fin du Moyen Âge, au début de la Renaissance. Ça va commencer d'ailleurs à se produire dans les communes italiennes, dans les communes bourgeoises italiennes, où on va avoir des communes dirigées par les grandes familles marchandes, hein, ou par des banquiers, comme on le voit à Gênes, par exemple, et où petit à petit, toute idée d'ordre transcendant auquel la cité appartiendrait disparaît. Donc c'est les hommes qui font eux-mêmes leurs propres lois. Mais ça, c'est une nouveauté extraordinaire, hein, dans l'histoire et même dans l'histoire de l'humanité. Là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe. Bon, évidemment, cette idée-là va croître, mais quand les hommes font leur propre loi, bien entendu, ceux qui font la loi, c'est ceux qui ont les moyens de la faire, c'est-à-dire ceux qui ont déjà les leviers du pouvoir. Et
quand on sort de la légitimation aristocratique et dans la légitimation divine, céleste, d'une certaine manière, bah, le pouvoir essentiel va être celui de l'époque qui commence à s'affirmer. C'est le pouvoir économique et c'est le pouvoir financier. Ouais. Donc, on va retrouver assez naturellement le développement d'une classe bourgeoise qui va commencer donc à prendre le pouvoir dans des États italiens, dans des communes italiennes. Ça va se développer et ça prendra un certain temps avant que ça atteigne la Hollande et puis après l'Angleterre. Et finalement, ça finira par s'exprimer politiquement en France en 1789. Mais il y a ce sous-jacent-là, c'est-à-dire que il y a un remplacement de classe en fait. Hein. Il y a une lutte d'élite et de contre-élite une partie des élites appartenant à l'ordre traditionnel, et puis on a de nouvelles élites qui se développent, qui s'imposent et qui sont tout à fait en lien à la fois avec l'argent, la marchandise, la technique qui va avec, technique et science qui vont être des outils d'ailleurs du développement à la fois du marché de la marchandisation. Et on a dans le même mouvement le développement de l'individu, ce qui est aussi une nouveauté parce que là aussi, de manière traditionnelle, l'individu, ça n'existe pas. On est défini par ses appartenances. Le citoyen, ben, c'est celui qui appartient à la cité. On est défini par son appartenance à une famille, à une communauté. Donc l'individu est une abstraction. L'individu est une abstraction, mais c'est une abstraction qui va très bien fonctionner et qui va, au siècle des Lumières, être proclamé comme c'est l'individu que l'on doit émanciper, qui est libre et souverain, qui est autonome dans sa raison. C'est un individu qui fonctionne tout seul, d'une certaine manière. C'est un individu qui n'a pas besoin d'appartenir pour être. À la limite, il n'a même pas besoin d'avoir une histoire et un passé, une affiliation culturelle. Il est défini par lui-même pour ce qu'il est et en ce qu'il est. Et ça, comment dire, on voit déjà dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen cette logique individualiste qui apparaît. Je mets de côté la partie citoyen de la Déclaration, mais sur la partie droits de l'homme, l'homme étant un individu défini en tant que lui-même comme individu, on commence à le doter de droits, alors qu'auparavant, le droit ne servait qu'à régler des questions qui se posaient à deux parties. Finalement, on arrive à définir le droit comme une propriété intrinsèque d'un individu autonome, dont il s'agira de protéger la liberté individuelle. Et tout ça va se développer, mais dans toutes les déclarations des droits de l'homme qui vont se succéder jusqu'en 1948 et après, on va voir comment dire, s'ancrer cette logique-là de l'individualisme, qui est un individualisme radical, et qu'exprime notamment la Cour européenne des droits de l'homme dans ses arrêts. Ils sont pas absurdes, ils sont simplement liés à cette conception de l'individu sur tout, en fait, sur l'individu sur le citoyen, l'individu sur la communauté, le collectif, l'individu devient la valeur centrale. Et la démocratie libérale, c'est la jonction des deux, c'est-à-dire c'est une classe bourgeoise qui prend le pouvoir et qui prône un individualisme radical. Et depuis l'établissement des démocraties libérales et des monarchies constitutionnelles, qui sont monarchies constitutionnelles pas autre chose que des démocraties libérales, c'est ce qu'on voit s'approfondir. Et la structure comment dire, de cette matrice-là n'a absolument pas bougé, c'est toujours la même chose. Sauf que, me semble-t-il, elle arrive en bout de course parce qu'elle ne répond plus aux exigences du temps et aux exigences du moment. Avec cette particularité, pour revenir à la situation présente, que ces démocraties libérales, je l'ai déjà dit, nécessitent la fabrique du consentement, parce que, comment dire, elles ont besoin de l'opinion et donc elles vont fabriquer l'opinion. Mais elles ont aussi une qualité, c'est qu'elles fonctionnent bien quand elles arrivent
à maintenir ce qu'on peut appeler la machine à compromis. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément écraser les classes populaires, on va créer des systèmes de compromis qui vont permettre, quand on est dans des situations un peu tendues, de préserver l'intérêt des uns et des autres et de trouver du vivable. Et ce compromis-là a fonctionné. Dans les années 60, la machine à compromis, elle a marché très bien. Il pouvait y avoir des tensions, des conflits, mais enfin, l'un dans l'autre, le système avançait. Quand on dit les élites ont fait sécession, elles s'affilient plus à une classe transnationale qu'à leur propre peuple. Et en faisant ça, elles ont cassé définitivement la machine à compromis. C'est-à-dire qu'elles ne savent même plus, et elles ne veulent même plus, aller vers la capacité à avoir un compromis où on va trouver les formes qui permettent à la fois aux gens de travailler, de gagner leur vie, de vivre dans un monde dans lequel ils se reconnaissent, dans un espace public dont ils ont le sentiment qui leur appartient et qui correspond à ce qu'ils sont. Tout ça, les élites n'en sont plus capables et ne le veulent plus. Et quand on casse la machine à compromis, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est appuyer le pied sur l'accélérateur de la fabrique à consentement. Quitte à virer dans l'autoritarisme et quitte à développer la propagande à outrance. Mais ça s'appelle une fuite en avant en réalité. Je crois qu'il faut lire notamment un auteur américain qui s'appelle Peter Turchin et qui montre que par l'étude de cycles, à travers des datas dans l'histoire, il a étudié des sociétés européennes, il a étudié les États-Unis. Il disait finalement, tous les 200, 250 ans, on a des cycles comme ça où on passe de sociétés intégrées relativement homogènes à une forme de désintégration et qui repart sur autre chose, mais malheureusement à travers des violences, à travers des destructions, à travers des événements qui ne sont pas forcément souhaitables. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas en fin de cycle aujourd'hui ? Ouais. Est-ce que tout ce qu'on voit n'est-il pas en train de marquer ? Puis votre revue de presse, c'est la revue de presse du jour, mais elle donne des indications quand même en elle-même. Est-ce qu'on n'est pas à la fin du processus ? Est-ce que le système qui a fait la capacité à compromis n'a pas été détruit par la classe élitaire elle-même ? Est-ce qu'il faisait la logique individualiste de la société, de la démocratie libérale ? Est-ce qu'elle n'a pas été poussée tellement loin qu'elle en vient à détruire elle-même la société comme une maladie auto-immune d'une certaine manière ? Et est-ce que tout ça ne va pas amener à des bouleversements, à des modifications extrêmement profondes ? J'allais dire qu'aujourd'hui, finalement, c'est soit de la démocratie libérale persiste à travers tous les moyens et la nation et le peuple vont disparaître, soit il y a une réaction d'une manière ou d'une autre et on va sortir et on va dépasser la démocratie libérale. Ouais. Parce qu'elle est historiquement épuisée. C'est ça. Franck Martini, on aura, chers auditeurs, n'hésitez surtout pas, dans ce livre journal de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie, à continuer à poser des questions. Il y a énormément de questions qui concernent maintenant non plus la revue de presse, mais en effet l'émission de François Martini. Donc on va garder, Franck Martini, pardon, on va garder 6-7 minutes sur la fin, si vous le voulez bien, sur les questions. Il reste encore donc, j'ai envie de dire, maximum 10 minutes de développement dans ce livre « Dépasser la démocratie libérale pour une république populaire », édition Godefroy de Bouillon, et c'est Franck Martini, sur la notion de peuple. Sur la notion de peuple, plus que de république, quand vous parlez de république populaire, le peuple et la notion de principat, je pense. C'est-à-dire, comment concevoir le peuple en tant qu'il n'est pas une masse atomisée d'individus, et la notion de principat qui renvoie aussi, Franck Martini, à la notion de verticalité. Vous dites qu'il faut une révolution conservatrice, au sens conservateur, au sens permanent. Et donc, dans le permanent, le traditionnel, il y a cette verticalité que vous prônez dans votre livre, pour l'avoir lu. Et ça, j'aimerais que vous développiez ce point, finalement, de solution dans les minutes qui nous restent. Oui. Et comment vous voyez le peuple, un peuple restauré, justement, et cette notion, justement, de verticalité qui semble essentielle dans votre livre.
Le peuple, c'est pas un agrégat d'individus et c'est pas non plus un agrégat des gens qui ont les mêmes papiers, en fait. Le peuple n'est pas une entité administrative. Mmh. Le peuple est une entité culturelle. C'est-à-dire que il faudrait développer, je ramasserai très fort là tout ça. Le peuple, c'est la communauté de ceux qui partagent la même culture. Je crois que c'est assez simple. Ouais. Donc, si on veut qu'une communauté existe, ça veut dire que la culture propre au peuple est déterminante dans la persistance du peuple en lui-même. Ça, c'est le premier point. Parce que s'il n'y a pas de culture partagée, il n'y a pas de commun. S'il n'y a pas de commun, il n'y a pas de bien commun. S'il n'y a pas de bien commun, il n'y a ni cité ni citoyen. Donc, remettre les choses à l'endroit et par un approfondissement démocratique, ça veut dire d'abord, il y a en haut, il y a le bien commun. Et parce qu'il y a ce bien commun, parce qu'il y a un espace commun, parce qu'il y a une culture commune et parce qu'il y a un commun partagé, et c'est ce qui permet la participation des citoyens à la vie de la cité. Bon, ça c'est un premier point et ça me paraît déterminant. Ensuite, ça nécessite, et justement, comment dire, la démocratie, c'est pas la démagogie. Ça peut être un système extrêmement exigeant vis-à-vis de chacun. C'est-à-dire que ça nécessite que chacun soit en capacité d'exercer sa fonction de citoyen. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'exigences qui s'appliquent au citoyen lui-même. Ça veut dire que, par exemple, on peut pas envisager que quelqu'un soit citoyen et ne soit pas tout au long de sa vie régulièrement formé sur le fonctionnement des institutions, le rôle du citoyen, et que des choses ne soient pas rappelées comme ça et qu'il ne soit pas, comment dire, euh, réellement dans son rôle. Ça paraît déterminant. Ça induit des choses aussi au niveau de l'éducation et de l'école. Qu'est-ce que ça veut dire que fabriquer des citoyens, en fait? Et on n'a pas du tout la même approche autour du rôle de l'éducation nationale. Si on a l'approche libérale actuelle ou si on a une approche de type démocratique en disant on va fabriquer du citoyen, donc il va falloir donner à ces gens-là un certain nombre d'outils qui vont leur permettre de se forger leur propre jugement. Donc il y a déjà une forme de verticalité qui est dans la volonté nécessaire d'élever chacun, d'aller vers une forme d'élévation. Mais il y a une comment dire, il y a une autre type de verticalité, c'est-à-dire que la démocratie, c'est pas forcément l'égalitarisme. Mmh. C'est pas forcément c'est l'égalité devant la loi, c'est l'égalité dans le rôle de citoyen, à condition qu'on accepte d'être citoyen, hein, parce qu'on peut imaginer que les gens ne soient pas intéressés et auquel cas ne soient pas considérés comme citoyens. Et cette hiérarchie, la hiérarchie n'est pas absolument pas niée par la démocratie. Et la logique de principat, c'est qu'en haut de la hiérarchie, il y a un certain nombre de principes déterminants qui nous unissent en tant que peuple et que culture, qui Mmh. permettent l'existence de la liberté publique, qui Mmh. permettent l'existence du peuple comme peuple, et qui à la fin permet l'existence de la nation comme nation. Et que ce sont ces principes fondamentaux-là qui sont au sommet de la hiérarchie. Et la logique du principal, c'est de dire, si vous voulez un régime démocratique, il faut qu'il soit fondé sur un certain nombre euh, de, 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 de principes qui vont pas être transcendants, bien entendu, mais qui vont être des principes fondamentaux et qui vont structurer la vie de la société en étant capable de définir ce que c'est que la culture, ce que c'est que le peuple et ce que c'est que le citoyen. Donc, il y a une nécessaire verticalité. Euh, comment dire, et quand on va au bout des choses, on Mmh. s'aperçoit qu'il n'y a absolument pas opposition entre le développement du commun, qui renvoie simplement à ce qu'on partage dans l'espace public, de la culture Ouais. partagée et de la logique du bien commun qu'on peut avoir en tête. Et je note au passage que bien commun, ça ne veut pas dire intérêt général, que Ouais. l'intérêt général n'est qu'une sous-partie du bien commun, que le bien commun peut être entendu aussi bien que comme le patrimoine commun, mais comme la meilleure voie pour tous pour l'avenir. Donc, on donne une notion assez large à ce bien commun qu'on ne rabat pas sur des questions d'intérêt, parce que là, on serait toujours uniquement dans des logiques libérales. Donc, on a ce commun et qui est tendu aussi vers une forme de verticalité qui permet au commun de croître et de se développer.
Donc on n'oppose pas de ce point de vue-là ce qui serait une logique populaire et une logique élitaire, c'est-à-dire qu'il y a une participation des uns et des autres au fonctionnement de la cité. Bien, écoutez, c'est parfait. C'est le temps qui va nous rester, les 10 minutes, pour répondre petit à petit aux questions des... Juste un petit point. Allez-y. Il n'y a pas, aujourd'hui, j'ai pas vu, mais peut-être que c'est simplement mon ignorance, de courant de pensée de droite qui vraiment travaillait la question démocratique. Démocratique. Oui. Et c'est un manque. C'est un vrai manque parce qu'on en arrive à laisser circuler l'idée que la démocratie, c'est l'égalitarisme, la démocratie, c'est la démagogie, la démocratie, c'est ceci, cela. Non. Ouais. On peut se saisir de la démocratie pour avoir des perspectives tout à fait différentes. Et on ne peut pas laisser la question démocratique à tout le monde et ne pas s'en saisir. C'est-à-dire qu'il y a peut-être confusion entre ce qu'est la démocratie et puis le régime. C'est-à-dire que vous ne dites rien du régime. Quand vous dites république, c'est res publica. Ça ne dit pas si la forme du gouvernement doit être républicaine, monarchique ou aristocratique. Oui, c'est la chose publique, mais du moment qu'on est sur... Ce qui est important, si j'ai bien compris, c'est pas d'élire. Ce qui est important, c'est pas que l'individu élise des personnes, c'est qu'il puisse voter les lois, qu'il participe à la vie publique, c'est ça. C'est ça, absolument ça. Du coup, et qu'il y a un certain nombre d'exigences vis-à-vis du rôle du citoyen. C'est-à-dire que l'idée, quand même, c'est que dans une démocratie, le citoyen a une dette vis-à-vis de la communauté. Il n'est pas simplement quelqu'un qui a des droits et qui attend qu'on va les distribuer ses avantages divers et variés. Il a une dette vis-à-vis de la communauté et l'exercice de son rôle de citoyen, c'est un moyen de payer sa dette vis-à-vis de la communauté. Bien, Franck Martini, donc dépasser la démocratie libérale pour une république populaire, aux éditions Godefroy de Bouillon. Je ne saurais trop vous encourager, chers auditeurs, à la lecture de ce livre et à son acquisition. Une question, une république populaire n'est-elle pas forcément une révolution par une république fédérale des peuples pour remplacer la fonction économique au pouvoir politique par une fonction philosophique ? Ceci dans une France des États-régions avec leurs cantons devenant exemplaires pour la vraie grande Europe des peuples européens. Question. Travaillant sur la démocratie, on aboutit nécessairement à des formes de décentralisation. Ouais. Ça, c'est ça. Parce que si vous voulez donner du pouvoir aux gens sur leur propre vie, nécessairement, il va falloir qu'ils puissent décider localement un certain nombre de choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous arrivez à la décentralisation parce que si vous vous dites si tous les pouvoirs sont dans les mêmes lieux, on va aboutir à créer des écosystèmes du quant à soi, en fait. Et que c'est la dispersion des lieux de pouvoir qui permet aussi la vie démocratique. Donc, on a plusieurs raisons qui poussent à ce qu'un régime réellement démocratique soit un régime décentralisé. Il n'y a pas trop à discuter là-dessus. Ouais, merci Franck Martini. C'est bien essayer de répondre en effet assez comme ça rapidement sur la question, parce qu'il y en a plusieurs. Chers invités, d'accord avec votre analyse, y compris sur les entreprises de presse. Mais la démocratie locale existait sous la monarchie française. Quand on connaît les candidats, vous connaissez personnellement les candidats députés et ils sont censés vous représenter. Nenni. Que nenni. Bon, monarchie. Ça, on a notre... Une réponse simple. Oui. Quand vous entendez parler de classe politique, ça signifie que vous n'êtes pas en démocratie. Parce qu'on s'est habitué au terme classe politique. Mais c'est comme si on disait avant, il y a une classe des guerriers, il y a une classe des paysans. Et là, aujourd'hui, on a une classe politique, c'est-à-dire une classe qui s'occupe spécifiquement des questions politiques. Il n'y a qu'une classe politique dans une démocratie, c'est l'ensemble du corps des citoyens. Question, bonjour, sujet intéressant. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait d'abord regarder ce que ces nouvelles institutions devraient prendre en compte? Non pas un peuple, non pas des peuples, mais une masse d'individus avec des mœurs et des croyances différentes. Qui plus est, la taille de cette masse n'a plus rien à voir avec celle auxquelles s'adressaient les différents systèmes ou institutions passées. Donc avant de penser à institution, il faut rebâtir un ensemble plus petit et cohérent sur lequel on calera l'institution qui lui correspond. Question, non? Non, je ne crois pas, parce que la culture existe, le peuple existe,
Enfin, elle existe encore un peu, du moins. Donc, on a plutôt à penser la manière dont il va pouvoir redevenir un acteur, l'acteur de sa propre histoire, et du coup un acteur politique. Et ça veut dire changer aussi, quand vous mettez la culture au premier plan, par exemple, vous redéfinissez la laïcité, parce que vous devez reconnaître les racines chrétiennes du pays. Donc, Oui. vous n'allez pas traiter la religion catholique en particulier comme les autres religions. Il y a tout un tas de modifications qui viennent de manière assez cohérente et logique. Hmm. Rebonjour, merci pour cette émission très intéressante. Mais j'aurais aimé, alors là, cet auditeur va, on pourrait établir un débat entre l'auditeur précédent, enfin pas celui-ci, celui encore d'avant, et celui dont je vais vous citer maintenant la remarque. Rebonjour, merci pour cette émission très intéressante, mais j'aurais aimé qu'un roi comme Charles III défende son peuple anglais de descendants contre l'immigration massive criminelle. Idem en Belgique, ces rois sont des peureux. Bon. Encore une question d'auditeur. Bonjour à tous, merci à vous tous qui, sur les ondes de Radio Courtoisie, nous donnez de votre temps et nous offrez une information digne de ce nom sur tous les sujets. Concernant le thème de votre émission, ma crainte est que les élections municipales, combien de villes, communes vont tomber aux mains de maires qui ont une double nationalité, le monde est dirigé par des gens occultes qui mettent en place des dirigeants, voire Macron, et autres, la liste est longue. Rien ne les arrête. Lorsqu'un candidat échappe à leur choix, ils l'éliminent. Je crains hélas que la France suive les autres pays européens et que soit hélas mort. Le grand remplacement est bien en place. Aucune opposition n'existe pour faire régner un véritable contre-pouvoir. Les moyens technologiques leur permettent de tuer toute révolution dans l'œuf. La terreur règne et le peuple est anesthésié par des médias. Les médias se taient par peur ou l'indifférence. La nation France n'est plus qu'un mot. J'en suis très triste. Ça, c'est une auditrice qui va nous dire, pour résumer, Franck Martini, il reste plus que 3 minutes et nous avons encore le quatrain de Michel Dumas, et de dire que finalement, c'est mal parti parce que ce peuple que vous évoquez, cette culture que vous évoquez aujourd'hui, elle aurait été dissoute. Ben, en partie, c'est vrai. Je pense que finalement, comment dire, une simple révolte ne sert à rien. Ouais. Toute révolte finit soit dans la répression, soit elle s'épuise d'elle-même. Et j'allais dire que même de ce point de vue-là, toute révolte est dangereuse parce que s'il n'arrive pas à ses buts, la situation est pire qu'avant. Soit on a ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire qu'une partie de l'oligarchie se réancre à l'espace national pour des raisons X ou Y. Et on a une évolution qui est une sortie à l'américaine, c'est-à-dire que du moment qu'une part majeure de l'oligarchie dit non, on réancre sur l'espace national parce que sinon nos intérêts deviennent manifestement menacés, ben, vous pourrez avoir une évolution vers des formes conservatrices, identitaires et nationales en Europe. Bon, ça n'a rien à voir avec la démocratie, on est bien d'accord. Soit, de manière organique, on n'est pas simplement dans la révolte, mais commence à se construire des doctrines politiques avec des projets. Et là, par contre, on sera capable, mais ça, pas demain, évidemment, de passer de la logique de la révolte à une logique d'une contre-proposition réelle, stabilisée, et donc avec un débouché politique. Pas forcément un débouché par les élections, en fonction des situations, mais qui a en tout cas un débouché politique. Mais hors de ces deux voies-là, il n'y aura pas de salut, c'est certain. Parfait. Merci à vous, Franck Martini. On rappelle votre livre. Eh bien, c'est Dépasser la démocratie libérale pour une république populaire aux éditions Godefroy de Bouillon, et c'est Franck Martini. Notre Michel Dumas, national de ce libre journal de géopolitique profonde, me fait passer ce petit quatrain qui va parfaitement et résume très bien la situation. Embarqué vers Cap-Fou par le grand timonier, radeau de la Méduse aux mains de chiffonniers, la France libérée avance, péril chaud nié, jusqu'au fatal naufrage en foi du charbonnier.
Eh bien, il est l'heure de se quitter. Merci beaucoup, Franck Martini, pour cette participation qui a beaucoup intéressé nos auditeurs. Je le juge au nombre de remarques, observations et questions. Je vous souhaite donc une excellente journée. Franck Martini, Arnaud à la technique, Patrice au standard, l'ensemble des auditeurs, Lara évidemment, qui était parmi nous pour cette revue de presse. Encore un joyeux Noël. On se retrouve la semaine prochaine pour se fêter la nouvelle année. Nous serons passés à ce moment-là en 2026, chers auditeurs. Merci à tous de votre écoute. Et je vous dis sur Radio Courtoisie, dans ce libre journal de géopolitique profonde, à la semaine prochaine, samedi prochain, 9h. Nous serons à nouveau en direct, sans faute. Merci à vous. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle, la seule lecture rentable.